Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour que l'on discute ensemble d'une nouvelle affaire criminelle. L'affaire dont on va parler aujourd'hui nous emmène dans un pays inédit sur cette chaîne car il s'agit de la Turquie. Et autant vous dire d'avance qu'il m'a été plutôt compliqué de faire des recherches sur l'affaire car tous les documents de presse et les articles que je trouvais étaient écrits en turc. J'ai donc fait de mon mieux au niveau de la traduction et je m'excuse d'avance au niveau de ma prononciation qui va être absolument terrible. Je le sais d'avance, mais je vais faire de mon mieux. Avant que l'on entre plus en détail dans cette affaire absolument terrible, je prends une petite minute de votre temps juste pour vous parler d'une artiste française pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Il s'agit là de Lolo Vera qui a un immense talent pour vous customiser absolument tout ce que vous voulez. Ça peut aussi bien être des vêtements, des accessoires, des chaussures et j'en passe. Il s'agit là de créations 100% uniques et entièrement peintes à la main. Je trouvais déjà le projet absolument génial, mais je vais pas vous mentir, lorsque j'ai eu le produit en face de moi, j'ai été stupéfaite. Je vous montre le magnifique sweat que Lorraine m'a fait, c'est mon énorme coup de cœur. Je pense que je le porte à peu près 10 fois par semaine. Je vous montre juste là mon petit flean, super bien fait, la qualité est absolument incroyable et dire qu'elle a fait tout ça à la main. À la main, le talent, on en parle. Avec ça, c'est le petit sweat, puis l'avant ici, avec un petit Shiba, trop mignon, je l'adore, il est full confortable, magnifique, et j'ai déjà eu plein de compliments dessus. En plus d'avoir un talent incroyable, c'est un plaisir de faire affaire avec Lorraine parce qu'elle est adorable. J'ai eu des petits problèmes avec la réception du colis car la poste au Canada c'est pas tellement ça et elle a tout géré du début à la fin pour que je puisse recevoir mon sweat en temps et en heure, donc vraiment un gros merci à elle et un gros bravo pour son talent. J'en profite pour vous montrer quelques petits exemples de ce qu'elle a fait et je vous montre justement ce gros coup de cœur que j'ai eu pour le Playmobil XXL qui est actuellement en exposition dans une boutique que je trouve absolument magnifique. Et petit détail très important, elle est localisée en France, oui, mais elle livre partout à l'étranger. N'hésitez pas à jeter un œil donc à son site internet dont je vais vous mettre le lien en description. On aime ça soutenir les petites compagnies et encore plus quand elles ont un talent pareil. On va maintenant passer à notre vidéo du jour. Vous pouvez donc vous installer bien confortablement car on va commencer. Özgür Cengiz est né le 1er janvier 1984 en Turquie. J'ai fait de nombreuses recherches, mais je n'ai pas été capable de voir exactement dans quelle ville. Apparemment, il serait né à Ankara, qui est donc la capitale, mais cette information n'est pas 100% sûre. Il grandit aux côtés de ses parents, son père qui est un sous-officier et vétéran de l'invasion turque de Chypre, et sa mère qui travaille en tant que couturière. Özgür a une vie plutôt aisée et est très bien entouré. Mais malgré cela, il est un enfant très turbulent. Lorsqu'il est à l'école, il n'écoute absolument rien et à la maison, il passe son temps à se disputer avec ses parents. Il a un tempérament de feu et la moindre petite contrariété le fait littéralement exploser. Il va d'ailleurs à plusieurs reprises fuguer de chez lui, laissant ses parents totalement paniqués. Il finit par arrêter ses études juste après avoir terminé l'école intermédiaire. Pour ceux qui ne le savent pas, l'école intermédiaire se trouve être une étape éducative qui existe dans certains pays et qui assure un enseignement entre l'école primaire et le collège. Lorsqu'il arrête l'école, il est encore très jeune. Il se retrouve donc lâché en pleine nature sans la moindre idée de ce qu'il va faire de sa vie. Mais malgré cela, il ne montre aucune motivation ni aucune envie de se trouver du travail et d'avancer dans sa vie. Et c'est finalement à 17 ans qu'il va malheureusement faire parler de lui et pas pour les bonnes raisons, car il va se faire arrêter pour le meurtre de l'un de ses amis. Les deux adolescents passaient régulièrement du temps ensemble, mais ce jour-là, ils ont eu un désaccord pour je ne sais quelle raison, et Özgür devait être dans un mauvais jour car il a tout simplement ôté la vie de son ami en lui tirant une balle en pleine tête. Et après le meurtre, il a en premier lieu été capable de faire comme si de rien n'était. Il est rentré au domicile de ses parents et a vécu sa plus belle vie.
avant de ne finir par peut-être avoir des remords ou alors tout simplement avoir besoin d'extérioriser ce qui s'était passé, mais il va finir par en parler à son père. Ce dernier est absolument désemparé face à la situation et sans y réfléchir à deux fois, attrape son téléphone et contacte la police pour leur expliquer ce que son fils vient de faire. Et pour ce crime, Osgour va passer un total de 10 années derrière les barreaux, ce qui n'est finalement pas grand-chose compte tenu du crime absolument horrible qu'il a commis, mais le fait qu'il était à l'époque encore mineur a raccourci sa sentence. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il ne va même pas servir la moitié de cette sentence qui était déjà particulièrement courte, car après seulement 3 ans, il se voit libéré pour bonne conduite et reçoit même le pardon du président turc de l'époque, Ahmet Necdet Sezer. À l'âge de seulement 20 ans, Özgür se retrouve donc avec un casier judiciaire, sans aucun diplôme et sans le moindre projet pour sa vie future. Mais son père ne compte pas le laisser en paix car il est hors de question pour lui que son fils devienne un délinquant. Il l'envoie donc de force à l'armée. Özgür n'est pas particulièrement enjoué par cela, mais finit par accepter. Les premiers mois de son service se passent plutôt bien. Mais finalement, son état commence à inquiéter ses coéquipiers et il est envoyé une première fois à l'hôpital dû à son état de santé mentale qui semble se détériorer de jour en jour. Mais après avoir passé de nombreux tests et de nombreux scans, les médecins ne lui trouvent absolument rien d'anormal et finissent donc par le renvoyer au sein de l'armée. Özgür se fait très rapidement une réputation due à ses sautes d'humeur plutôt violentes et à son impulsivité. Il arrive aussi parfois qu'il réagisse de façon plus qu'étrange à certaines situations et ceci est surveillé de très près au sein de l'armée. Il se fait transférer contre son gré à plusieurs reprises entre l'armée et l'hôpital et ce après que son comportement n'ait fortement inquiété ses coéquipiers, mais à chaque fois les résultats sont les mêmes, rien à signaler. Son agressivité va néanmoins continuer de s'aggraver de jour en jour et il va même à plusieurs reprises tenter de s'enfuir de l'armée, mais à chaque fois a été intercepté et ramené dans son rang. Et ceci n'a fait qu'aggraver la situation car s'il y a bien une chose que Özgür déteste, c'est d'être forcé à faire quelque chose contre son gré. Cela le rend totalement fou. Il arrive tout de même à se contrôler et à ne pas montrer sa frustration. Mais à l'intérieur de lui, la rage ne fait qu'augmenter de jour en jour et il est à ça de vriller et d'exploser. Il va tout de même terminer son service militaire, j'aimerais vous dire avec brio, mais clairement ça n'est pas le cas, et va ensuite retourner s'installer à Ankara où il va reprendre sa petite routine, c'est-à-dire ne rien faire de ses journées. Mais ses parents veulent le mieux pour leur fils. Après que son père n'ait donc tenté de le ramener dans le droit chemin en l'envoyant à l'armée, c'est au tour de sa mère de tenter de l'aider. Pendant que son fils se trouvait à l'armée, elle a de son côté ouvert une boutique de tailleur qu'elle décide d'offrir à Özgür, lui offrant donc l'opportunité d'avoir sa propre entreprise et de se remettre sur pied. Sauf que Özgür, ça ne l'intéresse pas du tout, mais alors pas du tout, au point même qu'il ne va jamais y mettre les pieds. En 2007, il est alors âgé de 23 ans et n'a pas beaucoup avancé dans sa vie. Le 5 juin de cette même année, il se rend dans un magasin d'informatique situé sur une avenue très fréquentée de la ville pour s'acheter un nouvel ordinateur. Le magasin se trouve être très petit et à ce moment-là, Özgür était le seul client. Le gérant du magasin vient l'accueillir et les deux entament une conversation qui au début se passe très bien mais va rapidement prendre une très mauvaise tournure car les deux hommes vont finir par avoir une altercation. Le gérant se trouve être Sedat Erzurumlu, un homme d'une quarantaine d'années et ingénieur en informatique. Özgür ne se montre pas particulièrement amical avec le gérant, au point que l'homme va finir par lui demander de tout simplement quitter les lieux, en ajoutant que de toute façon, il n'aura jamais les moyens de se payer un ordinateur de son magasin et qu'il est donc mieux pour lui d'aller voir ailleurs. Cette phrase va particulièrement irriter Özgür, qui dans un moment d'impulsivité va attraper une arme à feu qu'il avait à ce moment-là sur lui, la pointer en direction du gérant et lui tirer une balle en pleine tête, le tuant ainsi sur le coup. Il vole ensuite le téléphone portable de sa victime, son portefeuille ainsi que 2 ordinateurs avant de ne prendre la fuite. J'ai lu un article qui avait une autre version des faits qui affirmait que Özgür avait ce jour-là volontairement chargé son arme à feu et s'était rendu au magasin d'ordinateurs pour tenter d'en voler autant que possible et que son agression était donc préméditée. Mais finalement, peu importe, que ça a été prémédité ou non, le résultat est tristement le même.
Osgour va d'ailleurs affirmer plus tard avoir tué l'homme tout simplement parce que ce dernier se vantait d'avoir plus d'argent que lui et que ce petit commentaire effectivement ne lui avait pas plu. Malheureusement, le meurtre de Sedat Erzurumlu va rester une affaire non résolue et ce durant plusieurs mois. Ce que je trouve assez comique quand même, c'est que Osgour s'est empressé de mettre l'un des 2 ordinateurs qu'il avait volés en vente sur internet et l'acheteur en question l'a arnaqué en utilisant de faux billets. Moi je pense que c'est le karma. Mais je vous rappelle que Osgour a un très mauvais tempérament et ce genre de choses, il ne l'accepte pas. Il est donc prêt à tout pour se venger et retrouver la personne qui l'a arnaqué. Il va alors utiliser la carte d'identité de sa victime en y collant tout simplement une photo de lui-même et se présente ensuite au cabinet d'un grand avocat, se présentant donc comme étant Sedat Erzurumlu pour lui demander de bien vouloir l'aider à poursuivre en justice l'homme ayant volé son ordinateur. Ordinateur qu'il avait lui-même volé au préalable, je tiens à le rappeler. J'ai pas réussi à trouver plus d'informations là-dessus, donc je ne sais pas s'il a ou non réussi à retrouver l'homme lui ayant volé son ordinateur volé, mais dans tous les cas ça n'a aucune importance pour le reste de l'affaire, je trouvais juste ça vraiment comique. Osgour va ensuite se faire discret un certain moment, et c'est finalement au mois d'octobre 2007 qu'il fait de nouveau parler de lui. Le 3 octobre, les policiers de Ankara enquêtent sur la disparition de Kafer R, un homme de 55 ans travaillant en tant qu'employé municipal dans la ville de Mamak. À ce moment-là, ça fait déjà à peu près une semaine qu'il a été porté disparu, et les policiers font tout leur possible pour essayer de comprendre ce qui a bien pu lui arriver. Ce jour-là donc, le 3 octobre 2007, les policiers se rendent dans une décharge municipale se trouvant non loin du lieu de travail de Kafer et font la macabre découverte de son corps sans vie. L'état du corps est absolument terrible. Plus les policiers s'en approchent, plus ils réalisent la violence des actes ayant été commis sur la victime. Il est immédiatement clair pour eux que Kafer a été assassiné de par les terribles mutilations retrouvées sur son corps. De très larges morceaux de chair ont été découpés aux endroits justement les plus en chair de son corps, tels que notamment ses bras ou encore ses cuisses. Tous les employés de la décharge sont alors interrogés un à un. Et au début, ils ne sont d'aucune aide car aucun d'entre eux n'a remarqué quoi que ce soit de suspicieux. Mais finalement, l'un des employés admet se souvenir vaguement d'avoir vu Kafer ainsi qu'un homme un peu plus jeune que lui discuter sur un banc en face de la décharge. Et alors qu'il tente tant bien que mal de se souvenir de ce qu'il a vu ce jour-là, il finit par réaliser que non, en fait les 2 hommes n'étaient pas en train de discuter, mais étaient en train de se disputer, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son regard a été attiré vers eux. Il va prendre un certain temps aux policiers pour réussir à obtenir assez de détails pour pouvoir avoir une piste à suivre, mais finalement tous ces détails vont les amener petit à petit en direction de Osgour. Les policiers se rendent au domicile que l'homme de 27 ans à ce moment-là partage encore avec ses parents. Ils l'interrogent et procèdent à une fouille des lieux. Ils ne trouvent rien de particulier au sein du domicile, mais finalement ils vont découvrir à l'intérieur du frigo d'énormes morceaux de viande. En premier lieu, les policiers n'y font pas plus attention que cela. Mais finalement, ils repensent aux larges morceaux de chair manquants sur le corps de Kafer et décident d'emmener avec eux la viande retrouvée dans le frigo pour la faire analyser. Quelques heures plus tard, les résultats des analyses tombent et ils sont positifs. Il s'agit là de viande humaine et appartenant plus particulièrement à Kafer R. Osgour est immédiatement arrêté et questionné. Et autant dire qu'il ne se montre pas particulièrement timide avec les policiers lors de son interrogatoire. Il commence alors à leur décrire la manière dont il a procédé pour mettre fin au jour de Kafer. Il explique s'être rendu le 12 septembre 2007 à la décharge municipale et ce dans le but précis de tuer quelqu'un. Il était d'ailleurs ce jour-là armé d'une arme à feu ainsi que d'un couteau. Il a choisi de se rendre à la décharge municipale spécifiquement car d'après ses mots, ce serait l'endroit où les dépravés du coin se rendent régulièrement pour boire de l'alcool et pour consommer de la drogue, ce qui fait d'eux de parfaites victimes. Une fois sur place, il aperçoit Kafer assis sur un banc en train de boire de l'alcool, sa voiture garée quelques mètres plus loin. Osgour s'approche alors de lui et entame une conversation qui ne va pas durer très longtemps car seulement quelques secondes plus tard, il sort son arme à feu qu'il pointe en direction du visage de l'homme et lui tire 2 balles en pleine tête, le tuant sur le coup.
Il vole ensuite le portefeuille, le téléphone portable, les clés de voiture et le permis de sa victime qu'il place dans sa poche. Il allonge le corps sans vie sur le siège arrière de la voiture de Kaffer, met le contact et démarre. Il se rend alors jusqu'à chez lui et profite de l'absence de ses parents pour amener le corps de sa victime à l'intérieur du domicile. Il enfile des gants transparents et à l'aide d'un couteau de cuisine coupe de larges morceaux de chair au niveau du mollet de sa victime avant de ne s'attaquer à sa cuisse puis son avant-bras. Il place ensuite les morceaux de chair à l'intérieur de sacs transparents qu'il dépose à l'intérieur du réfrigérateur familial. Il va s'attaquer ainsi au corps de sa victime durant de longues heures et va même confier avoir donné à manger des morceaux de viande de sa victime à ses chiens. Une fois ces actes de barbarie terminés, il enroule un drap autour du corps de Kaffer qu'il dépose à l'arrière du véhicule avant de le conduire de nouveau jusqu'à la décharge municipale où il va abandonner les restes de sa victime. Il affirme même avec un petit sourire au visage être rentré chez lui ce jour-là et avoir mangé des morceaux de chair crue de sa victime et en avoir adoré le goût. Et dans la foulée, il va même avouer avoir bien failli tuer un autre homme ce jour-là. Avant de n'avoir tué Kaffer, pendant qu'il était en train de errer à l'intérieur de la décharge à la recherche de sa victime, il est tombé sur un homme du nom de Abbas Sinan qui se trouvait là au mauvais endroit au mauvais moment et a tenté de tirer sur l'homme à plusieurs reprises. L'homme a été blessé par l'une des balles mais a néanmoins été capable de prendre la fuite et a d'ailleurs survécu à ses blessures. En faisant référence à Abbas Sinan, Ozgur affirme, et je cite « S'il ne s'était pas enfui, je l'aurais découpé lui aussi. Je tue simplement car j'aime le goût de la chair humaine. » Durant l'interrogatoire, alors qu'il est en train de partager tous ces détails absolument malsains et morbides, il ne cesse d'éclater de rire et les policiers vont même affirmer qu'il semble être plutôt fier de lui. Et tout en riant, il affirme même que si les policiers ne l'avaient pas arrêté ce jour-là, il est certain qu'il aurait continué de tuer. Durant l'interrogatoire, il se voit un moment demander s'il a un emploi, ce qui va bien le faire rire, car il admet avoir justement trouvé un job dans un abattoir, lui permettant ainsi d'assouvir ses envies et de boire le sang des animaux. Vous imaginez bien que cette affaire a rapidement fait le tour des médias turcs, et ces derniers ont d'ailleurs surnommé Ozgur le cannibale d'Ankara. Lors de son procès, le juge va tout d'abord déclarer que Ozgur mérite 2 condamnations à perpétuité, mais va finalement se rétracter après que l'état de santé mentale de l'homme n'ait été évalué. Ozgur souffrait apparemment de troubles mentaux très sévères, nécessitant qu'il soit soigné par des médecins. Il échappe donc ainsi à la case prison et depuis 2008, il est enfermé dans l'aile pour patients très dangereux d'un hôpital psychiatrique d'Ankara où il restera jusqu'à la fin de ses jours. Cette affaire a été très longtemps un tabou dans les médias turcs, de par sa violence bien évidemment, mais aussi de par les actes cannibales commis par Ozgur. Une journaliste turque va d'ailleurs écrire un article là-dessus, dans lequel elle dit, et je cite, « Le cannibalisme s'est produit dans des cas de meurtre en série dans des pays chrétiens, mais les tabous de l'islam contre la viande n'ayant pas été tués de manière halal semblent avoir traumatisé de nombreuses personnes. » Ozgur semble d'ailleurs être le premier mangeur d'hommes de Turquie et peut-être l'un de ses pires psychopathes. Voilà qui conclut notre affaire du jour, qui est particulièrement violente, on ne va pas se mentir. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et si vous en aviez déjà entendu parler, car moi personnellement, je viens vraiment de la découvrir très récemment. Si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être tenu informé des futures publications de mes vidéos. Et n'oubliez pas de jeter un œil au travail absolument fantastique de Lolo Vera, qui d'après moi va très rapidement devenir une très grande artiste. Merci comme toujours d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!